Alors donc bonjour à tous, donc Sophie Virginius de la société Enix. Donc je vais vous présenter aujourd'hui donc ce qu'on a fait avec le projet Squash. Donc Squash en fait est une suite de, pour le moment, 2 outils. On dit suite parce que ça fait toujours plus sexy. Donc on a Squash TM en fait qui est un gestionnaire de patrimoine de tests, donc essentiellement des tests fonctionnels manuels, et Squash TA qui est un gestionnaire donc qui est le frère de Squash TM, qui est donc un framework qui va permettre d'automatiser des tests. Donc pour vous situer un peu le contexte, donc très rapidement, tu m'as dit suivant, mais il veut plus. Florent? Non, en fait c'est retour. Non, c'est pas grave. Donc très rapidement en fait pour vous situer le contexte, donc nous on intervient sur la partie gestion des tests dans un domaine de la qualification des tests en général qui est au final assez en retard du point de vue open source. On le voit, on l'a vu, on le voit dans le track, on le voit sur le marché. On a une offre open source très importante qui concurrence les outils propriétaires, c'est aussi pour ça qu'on est là. Par contre, sur la gestion des tests, et notamment des tests manuels, en fait, on le voit très rapidement, hein, on a une pléthore d'outils propriétaires, l'outil leader notamment étant Quality Center d'HP. Et puis, on a comme ça quelques îlots d'open source. Donc, historiquement, on avait Salomé TMF. Ensuite, on a eu TestLink, que vous utilisez ou connaissez peut-être. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, quand nous, on est arrivé à se poser la question de notre outil, qu'en termes d'open source, en fait, on ne s'y retrouvait pas. On trouvait des outils propriétaires qui étaient forcément très chers, mais des outils open source, des outils qui allaient fonctionner sur les besoins de la communauté, là, on retrouvait beaucoup moins de choses. Donc nous, étant une société où on fait essentiellement de la qualité logicielle, donc aussi bien la calimétrie, des tests de perf de sécurité, mais aussi de la qualification fonctionnelle, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on s'est lancé dans le projet Squash, que j'ai mis au centre, voilà. Et on s'est dit qu'on allait en faire un projet open source, pour plusieurs raisons. Et la première étant parce qu'on voulait avoir un outil donc déjà qui soit abordable. Donc open source ne veut pas toujours dire gratuit, mais open source veut en général quand même dire moins cher. Donc avec des coûts abordables et puis surtout quelque chose qu'on pouvait faire évoluer très rapidement selon les besoins de la communauté. Donc là, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on est beaucoup plus haut niveau que ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir à l'instant. L'idée, c'est vraiment de montrer que l'open source peut s'en sortir aussi bien que les outils propriétaires sur ces contextes-là. La qualification fonctionnelle, pour vous donner un peu une idée, dans les domaines de l'informatique, c'est un des domaines les plus porteurs, parce que justement, on n'en faisait pas beaucoup. On faisait beaucoup de tests unitaires, tests d'intégration, tests de sécurité. On voyait tout de suite le problème. Qualification fonctionnelle, ils faisaient avec du Excel. Donc là, maintenant, ça commence à vraiment se développer. Et donc, l'objectif, c'est de montrer que l'open source peut répondre à ce genre de besoin, quoi. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne bien, j'ai choisi donc de vous présenter 2 cas clients. Donc, le premier, ce sera une compagnie d'assurance. Donc, je vais pouvoir nommer parce qu'ils sont d'accord. Donc, qui est MMA, donc qui est le leader en France sur l'assurance. Donc, avec 3 millions de clients, 15 000 employés. Plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et côté test, ils ont une équipe de 50 testeurs et un patrimoine d'environ 10 000 tests automatisés manuels. Donc jusque-là, eux, ils travaillaient sous Excel et sous HP. Et puis en 2012, ils se sont dit pourquoi ne pas changer d'outil. Et donc, ils ont émis des besoins. Ils avaient besoin de pouvoir améliorer leur process, la qualité de leur service de test, de pouvoir avoir un reporting en réel sur la qualité de leur applicatif, donc des besoins qui après paraissent assez normaux, et d'avoir un outil qui allait permettre de porter la professionnalisation de leur équipe de test. Donc pour ça, en fait, ils ont fait toute une démarche de choix, donc je vous passe les 1001 détails de la démarche, mais en gros, ils sont arrivés à faire une grille en listant tous leurs besoins, une grille d'environ 110 questions. Ils ont fait un POC de 19 jours, donc assez long, avec 17 projets, 300 exigences, plus de 500 tests, une quarantaine d'exécutions. Et ils y ont mis 7 testeurs pour faire ce POC, et ils ont choisi 2 outils, donc l'outil HP et l'outil open source, en l'occurrence nous. Donc, lorsqu'on arrive au final dans ce POC, l'état d'esprit de départ, c'est vous avez un projet open source. Ah, d'accord. C'est pas très stable, hein. C'est pas très sécurisé, ce genre de choses, hein. HP, quand même, ils sont là depuis des années. On est un peu plus rassurés, quoi. Donc on arrive vraiment dans un contexte où, pour eux, l'open source, ça veut dire 2 personnes dans leur garage
qui font des trucs dans un coin, mais bon, c'est pas un truc très solide, quoi. Donc, le premier pas à franchir, c'est arriver déjà à surmonter le préjugé de l'open source, clairement. Avant même qu'ils acceptent de regarder l'outil, il faut déjà leur expliquer, bon, l'open source, quand même, il y a des projets dans le monde qui sont assez solides et qui font de l'open source, donc il faut dépasser ça, quoi. Donc, au final, on réussit à remporter donc, le contrat, et on se pose la question, qu'est-ce qui, dans l'open source, a fait la différence? Parce que, au final, pour nous, là, l'idée, c'était pas de se dire juste c'était 2 outils, c'était bien un propriétaire, un open source. Et donc, pour nous, le but, c'était de leur démontrer à la fois que l'open source avait du sens, mais que l'open source avait des avantages en plus. Donc, ce qu'on a réussi, au final, à leur faire voir, et du coup, maintenant, c'est assez intéressant parce qu'ils sont contributeurs du projet, donc ça, c'est pas mal, c'est déjà la partie utilisabilité. Les utilisateurs, ils ont pris ce qui correspondait le mieux à leurs besoins. Étant un outil open source, quand ils viennent nous voir et ils nous disent « bon ben voilà, nos besoins c'est ça, ça, ça », bah, tout de suite, on a la réactivité d'adapter notre roadmap et de prendre en compte leurs contributions. Donc ils ont la possibilité, justement parce que les sources sont libres, de pouvoir reprendre une partie du projet et de l'adapter à leurs besoins. Ensuite, bah, la question d'efficacité des coûts. Je pense que dans toutes les organisations, quel que soit le domaine, on est tous face au même problème qui est de dire il faut réduire les coûts. Quoi qu'il arrive. Il faut que les cycles prennent moins longtemps, il faut que ça coûte moins cher, il faut qu'il y ait moins de coûts de maintenance, etc. L'avantage de l'open source, c'est que, donc, en l'occurrence Squash, c'est un outil qui est distribué en téléchargement libre. Et derrière, on va venir mettre des services autour. Mais même en rajoutant le coût des services autour, on est toujours très loin des outils propriétaires qui vont fonctionner à la licence utilisateur. Donc ça, c'est déjà, ça en général, c'est l'argument qui fait mouche, quoi. Là, en général, il commence à être intéressant. Et donc, autour de ça, on met des services. Donc, l'idée étant de se dire que pour justement faire face à cet état d'esprit qui est réticent par rapport à l'open source, c'est bon, ok, on a notre projet open source et puis autour de ça, on va vous rassurer en vous proposant des services qui vont vous montrer qu'on sait ce qu'on fait. Donc, en général, ce qui les intéresse, c'est tout ce qui est support maintenance. Donc, ça commence déjà à les aider parce que se dire qu'ils dépendent uniquement d'une communauté d'utilisateurs, ça leur plaît moyennement. Donc, on leur dit, on vous met des services professionnels, mais vous avez quand même la garantie de la liberté de l'open source. Donc, si jamais nous, on n'assure plus les services professionnels, il y aura toujours une communauté qui sera là pour continuer le projet. Là, en plus, c'est un projet qui maintenant est utilisé par plusieurs grands comptes. Donc, si nous, en tant que société, on s'effondre, il y aura toujours une autre SS2I qui reprendra le filon. Et si jamais il n'y a pas de SS2I qui reprend le filon, le code, il est là. Donc, reprenez-le, faites vos projets en interne. Vous ne vous retrouverez jamais avec, comme un outil propriétaire, cette table grince, qui met la clé sous la porte et vous ne pouvez plus rien faire, quoi. Et ça, c'est la plus importante garantie que l'open source vous offre. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, quoi. Donc, au lieu que ça vous effraie, au contraire, ça devrait vous rassurer. Parce que du coup, en termes de pérennité, ça ne dépend plus que vous, quoi. Donc, au final, sur ce premier cas, donc comme je vous l'ai dit, du coup MMA est devenu contributeur. Donc ils ont fait 2 autres fonctionnalités, notamment sur des besoins de reporting qu'ils ont financés, auxquels ils ont contribué. En termes de ratio, ils se sont rendus compte que sur les 5 années à venir, donc là c'était en 2012, donc il en reste 2, ils ont coupé, il y a un ratio de 1 à 10 sur leurs coûts. Et donc ça c'est la partie qu'on entend de manière récurrente, les coûts cachés de l'open source, on nous en parle tout le temps, chaque fois. Et ils se sont rendus compte, en tout cas pour le moment, qu'il n'y avait pas de coûts cachés. Ils ont l'outil, ils ont les services qu'ils ont autour. Pour le moment, ils n'ont pas eu plus de problèmes que ça, à tel point qu'ils sont maintenant dans un regroupement et le regroupement envisage de prendre également le produit. Donc pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Au niveau de leur projet, parce que donc c'est pas tout de prendre un outil open source, il faut aussi qu'il soit utilisé. 95% de leurs projets sont passés sous la solution open source. Ils ont un petit volant de projet qui a décidé de rester sous l'outil qu'ils avaient à l'origine. Au niveau, en termes d'adoption utilisateur, pour le moment, on a de très bons retours sur cette partie-là. Et sur la partie service, donc qui était censée être là pour les accompagner, les envelopper, a priori aussi tout se passe bien, aussi bien la formation que la partie support maintenance ou par exemple la partie accompagnement à la définition des besoins. Voilà. Donc ça, on est dans un cas au final assez standard. Une société qui a de grands enjeux, des enjeux assez importants
en termes de chiffre d'affaires sur la partie test, la partie qualité, qui au final s'en sort plutôt bien avec un produit open source et qui au final l'adopte et devient contributeur. Autre cas un petit peu différent, cette fois avec un contexte encore plus complexe, où là on est dans le domaine du trading, donc le domaine de la bourse, donc là avec des exigences, enfin même nous on a été assez surpris sur les demandes, donc cette compagnie, donc là on est chez Euronext, donc qui a finalement accepté que je parle d'eux. Donc Euronext qui est la plateforme de stock exchange la plus importante en Europe, avec plus de 1300 émissions sur le premier trimestre, merci, 2014. Donc eux, ils ont 2 équipes de test, une à Paris et une à Belfast. Ils ont 33 personnes dans ces 2 équipes et ils ont un patrimoine de grosso modo 80 000 tests manuels et automatisés, avec une forte emphase sur la partie automatisée. Eux, le contexte était un peu différent. Donc historiquement, en fait, Euronext était marié avec le New York Stock Exchange, NYSE. Il y a quelques années, donc NYSE et Euronext divorcent. Malheureux pour eux, mais heureux pour nous. Et donc, en fait, dans ce divorce, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains outils qu'ils utilisaient qui étaient hérités de la partie NYSE, auxquels ils n'ont plus accès. Les outils qu'ils continuent à avoir, beaucoup de ces outils sont des outils qui ont été faits maison. Sauf que sur ces outils maison, donc il y en a 2 principaux, un qui est donc leur référentiel de test et un qui leur permet d'orchestrer les tests, notamment parce qu'ils font des simulations de flux boursiers. Ils ont des coûts techniques qui sont hyper importants. Ils ont à chaque fois un coût d'entrée pour les nouveaux arrivants en termes de formation qui est hyper important. L'outil est complètement dépendant d'un 3e outil qui, lui, donc, va faire les simulations d'ordre, qui, lui, est un outil propriétaire hyper cher. Et donc, il y a 10 personnes qui font la maintenance. Donc, pour eux, ça leur fait un coût de maintenance qui est énorme, quoi. Donc, l'outil propriétaire extrêmement cher, avec un support maintenance qui ne répond pas des masses, et l'outil a une richesse qui au final leur sert à rien, quoi. Ils utilisaient à peu près 15% de l'outil. Donc dans ce contexte-là, on est dans un contexte vraiment hyper spécifique avec un écosystème qui est déjà défini. La difficulté à laquelle ils font face, c'est que avoir un outil propriétaire du marché, de toute façon, ne répondra pas à une partie de leurs besoins. Donc là, contrairement à MMA où il a fallu les convaincre sur l'open source, Euronext dit tout de suite, le seul type d'outil qui pourrait répondre à nos besoins, c'est un outil qui peut s'adapter à nos besoins très rapidement, et donc ils se tournent vers l'open source. Donc eux, leurs besoins, comme tout le monde, réduire les coûts, trouver un outil suffisamment flexible pour s'intégrer dans leur écosystème qui est pour le moment propriétaire et qui reste très complexe, et industrialiser leurs activités de test et améliorer leur productivité. Donc là, la réponse se fait en 3 parties. Un outil open source, donc low cost, j'aime pas trop le terme, mais bon, c'est le terme consacré, toujours sécurisé avec du support maintenance, parce que justement, on est dans des grands comptes avec énormément de risques, ils ont besoin, notamment pour leur direction, de dire vous inquiétez pas, on n'est pas en train de devenir fou, on fait quelque chose qui est quand même assez organisé, regardez, il y a des services, il y a des SLA, enfin on va pas nous abandonner comme ça. Ils demandent des développements qui sont hyper spécifiques, justement pour avoir une intégration donc, qui est sans dégradation avec l'écosystème existant. Et au final, ils atteignent leur ROI en moins d'1 an, en permettant de couper les coûts. L'équipe de maintenance qui était de 10 personnes, elle passe à 2 personnes. Et ils peuvent du coup mieux automatiser leurs tests, et du coup leur patrimoine monte à 70% de tests automatisés. Donc, oula, pardon, je me suis perdue. Oula, Florent, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que ton ordi reçoit des signaux aliens. Attends. Vas-y. Là. Voilà. Bouge pas. Ok. Merci. Donc la solution qui a été implémentée au final. Faut que je me lave avec ça. Donc ils ont donc ce qu'ils avaient à l'origine. Ils avaient un bug tracker. Ils avaient un outil maison, donc notamment pour faire de l'automatisation. Ils avaient donc leur injecteur et ils avaient donc forcément les systèmes sous test. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est de leur dire, ok, donc pour gérer vos patrimoines de test, mettez un outil open source. Surtout, et c'est là vraiment où ça va se jouer, pour la partie automatisation, parce que donc ils avaient des besoins très forts sur l'automatisation et notamment
pour arriver donc jusqu'à leur système de test, ils ont besoin d'avoir des tests manuels qui ont un pendant automatisé. Le pendant automatisé va passer des paramètres qui vont simuler, au final, qui vont permettre la simulation des flux boursiers. Donc on leur dit, ok, pas de souci. Sur la partie automatisation, on vous fait des développements qui sont vraiment sur mesure par rapport à vos besoins. Exprimez-nous vos besoins et nous, on vous fait la solution taillée qui vous convient. Donc du coup, ils contribuent avec nous sur la partie développement automatisé. Et donc on leur ajoute 2 briques en fait, qui sont la partie TM, la partie TA. Donc eux, ils ont les 2 outils de la suite. Et donc ça vient s'intégrer sans à-coup, sans douleur, on va dire, dans leur organisation existante. Ce qui aurait été beaucoup plus difficile, peut-être faisable, sur un outil propriétaire, mais en tout cas avec moins de réactivité. Donc, l'open source, encore une fois, ça se passe beaucoup mieux. Pourquoi ? Déjà, l'architecture est ouverte, donc du coup, qui va s'adapter facilement à des environnements spécifiques. Il y a le fait que la roadmap, du coup, va pouvoir évoluer très rapidement, vu qu'on est basé sur le fait qu'on va prendre les nouvelles idées et les nouvelles contributions. On définit une roadmap, nous, qui est effectivement où on veut voir aller l'outil, mais on va l'adapter très rapidement en fonction des besoins. En plus, on va mettre des standards sur le produit qui sont assez élevés. On dit souvent, c'est pas cher, oui, mais c'est pas non plus cheap en termes de qualité. C'est vraiment pas l'objectif pour nous. Et parce que justement, on est face à des grands comptes qui sont à la base très frileux, on leur met des services clients personnalisés. Et donc, pour nous, la différence se situe là, c'est qu'on est dans un modèle où on a plus uniquement de l'open source qui se base sur la communauté des utilisateurs, on a aussi de l'open source qui va se baser sur la communauté des utilisateurs et aussi sur la communauté des clients services, qui vont permettre d'assurer la pérennité de l'outil. Et c'est pour ça qu'on parle de nouveaux modèles open source au final. Donc qu'est-ce qu'on retrouve au final ? On a des produits qui ne sont pas gratuits, mais sont très proches de ce qui est gratuit, avec des modèles de licence sur l'hébergement. Donc on s'est dit, il faut leur faire des licences, donc on va leur faire des licences, vous hébergez, nous on héberge, mais toujours pas de licence à l'utilisateur. Si vous hébergez chez vous, vous avez le nombre d'utilisateurs que vous voulez, le nombre de données que vous voulez, enfin vous faites ce que vous voulez. On va sécuriser tout ça avec des services professionnalisés. Derrière, on a un éditeur qui va permettre d'assurer le fait qu'il y a des standards produits qui restent élevés. Donc l'idée étant vraiment, et c'est le créneau sur lequel on assume, on n'a pas de souci avec ça, c'est être suffisamment concurrent par rapport aux outils propriétaires. C'est faire de l'open source qui est concurrent aux outils propriétaires en termes de qualité, de richesse de fonctionnalité. Parce que souvent, ce qu'on nous dit, on ne va pas faire de bashing, mais sur d'autres outils open source, oui, on peut faire 2-3 trucs, mais au final, ce n'est pas aussi complet que les outils propriétaires. Nous, on cherche à casser ça en disant on fait un produit qui est de qualité équivalente, par contre, avec des coûts beaucoup moindres. Et donc, depuis les 5 dernières années, on retrouve plusieurs projets open source, le nôtre, mais également d'autres, et ça, il faut le dire, qui vont être soutenus par des éditeurs et en même temps s'appuyer sur la communauté, ce qui permet du coup de suivre le mouvement, quoi. Donc, en résumé, très rapidement, je pense que je suis allée vite, parce que je parle toujours vite. Non, très bien. Non, mais il reste 12 minutes. Parfait, on pourra avoir beaucoup de questions. Si on résume, du coup, c'est sur la partie test fonctionnel où on était assez en retard en termes d'open source, on rattrape le retard. On est là, on est présent, on a bien l'intention de rester. On est choisi par des grands comptes et plus uniquement par des petits projets. Parce que ce qu'on retrouvait également, c'est chez les grands comptes, j'ai mes gros projets qui sont très risqués. Là, je mets des solutions propriétaires. Mes petits projets où là, j'ai 2-3 personnes, oui, je peux mettre de l'open source, quoi. Non, là, vraiment, c'est plus du tout ça. C'est les gros projets, les petits projets, on est présent, on est là. On est suffisamment riche fonctionnellement. On va s'axer justement sur le fait que ce soit intéressant comme expérience utilisateur. Et on garde cette flexibilité. Et derrière, toujours, le fait que l'éditeur, la communauté, montre que l'open source est pour nous une alternative, et on ne va pas dire le contraire, meilleure aux solutions propriétaires parce que fournit suffisamment de sécurité et de garantie et de flexibilité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Je ne sais pas si vous pouvez l'indiquer, mais est-ce que vous avez eu un cas où vous avez dû migrer du Quality Center ? Oui, plusieurs cas. C'est du Quality Center. Le premier cas, c'est en partie du Quality Center. C'est du Quality Center et de l'Excel. Et donc vous avez bien récupéré le patrimoine de tests décrits dans Quality Center et vous avez pu migrer. Exactement. Du coup, on en a fait un service avec des migrateurs dédiés
Et donc on reprend les différentes versions de Quality Center et on fait des tables d'équivalence en fait. Et on reprend les outils sans perte de données pour l'utilisateur. Le modèle est suffisamment proche pour... Exactement. Bah, enfin, au final, dans quasiment tous les outils de test, et ça vient de la méthodologie du test, on va retrouver les mêmes objets. Quand je fais du test, qu'est-ce que je fais? Du test fonctionnel, j'entends. Et pas que fonctionnel d'ailleurs. Je décris mes exigences. Mes exigences, je les vérifie par des cas de test. Ces cas de test-là, je les exécute. Je remonte des anomalies. J'ai des campagnes, j'ai des cycles. Éventuellement, je vais avoir des jalons ou des choses un peu plus funky. Mais globalement, les objets de base sont les mêmes. Donc le transfert est possible. On reprend du QC, mais on reprend également d'autres outils, quoi. Vous avez des retours utilisateurs que l'ergonomie est franchement meilleure? En général, ouais. Bah, le problème, alors, toujours sans faire de bashing, mais les outils propriétaires et en l'occurrence QC, il y a quand même un... Bah, de toute façon, c'est pas grave, j'assume. En général, si je prends les formations utilisateurs, hein, la formation à Squash, c'est une journée. La formation à QC, c'est en 3 et 5 jours. Donc, déjà, il y a un jour pour le faire marcher sur le poste de travail. Rien que ça, voilà. Mais par exemple, sur Squash, ça c'est aussi un point de l'architecture ouverte. Il n'y a pas d'installation sur le poste client. C'est une installation serveur et ensuite tout le monde accède via le navigateur. Donc en termes de déploiement, c'est tout de suite beaucoup plus simple, quoi. Quality Center aussi, normalement. C'est du semi, quoi. Voilà. Ouais, c'est du like. J'aimerais Ouais. bien voir ce que ça donne dans Vorlon.js, par exemple. Ce serait une très bonne expérimentation. Ouais. Je pense, ouais. D'autres questions? Oui. Et pareil, vous avez déjà fait des imports de cas de test qui viennent de TestLink, par exemple? Oui. Ça Ouais. marche bien? Ben, ça marche plutôt pas mal. On fait les deux, en fait. On fait dans les deux sens. Parce qu'on a des clients, en fait, qui sont mi-TestLink, mi-Squash. Donc, de temps en temps, ils ont besoin qu'on leur remette sous format TestLink. Donc, on fait dans les deux sens, ouais. On préfère faire dans le sens TestLink vers Squash. Voilà. D'autres questions? Ok, bon, très bien. Ben, merci à vous. Alors oui, juste deux petits mots. Si vous voulez aller voir l'outil, donc il y a une démo publique, www.demo.squashtest.org. Pas les premiers. Non, il n'y a pas les 3W, je ne sais pas pourquoi. Donc demo.squashtest.org, donc il y a une démo publique, vous pouvez aller jouer avec l'outil. Si vous remontez des choses, il y a un mantis public, donc n'hésitez pas à nous remonter, vraiment comme je vous l'ai dit, on prend tous les éléments. Les sources sont sur Bitbucket, donc vous pouvez aller jouer aussi de ce côté-là. Et pour aujourd'hui, donc on est en C8, au stand C8, donc vous pouvez aller demander des démos et tout. Il y a 3 personnes de l'équipe qui sont là et qui répondront à toutes vos questions si vous en avez. Oui. Squash Test, c'est un outil il y a uniquement des Unix derrière ou il y a une communauté de... Alors, pour l'instant, l'éditeur est Enix. Il y a une communauté qui est en train de se développer en France, beaucoup en Inde, et puis un petit peu moins, mais quand même au Royaume-Uni et en Allemagne. Mais c'est essentiellement Enix qui est l'éditeur derrière. Et là, pardon ? Unix était à l'origine aussi? Oui, on était à l'origine du projet, ouais. Au départ, en fait, on l'a fait avec des fonds de Systématique et de Zeo. C'était un projet financé sur les 2 premières années. Et une fois que le projet a démarré, on l'a repris à notre propre compte, donc on est sur fonds propres, quoi. Mais Enix est le principal contributeur dès l'origine du projet, quoi. Oui. Et donc au niveau modèle économique, vous êtes purement sur des services ou Purement sur des services. autour d'un Exactement. Ouais. full open source? Exactement. Donc cette fois, je crois que c'est fini. Merci.